Bonjour, alors moi je suis Sylvie Jolin, je suis infirmière anesthésiste formée à l'hypnose et je travaille sur le plateau du PTI et en chirurgie thoracique, au bloc de chirurgie thoracique. Donc on nous a... Tu veux te présenter ? Oui, moi je suis Hélène Morin, je suis anesthésiste en chirurgie cardio-thoracique et au PTI également. Voilà, donc on nous a demandé de parler de la réalité virtuelle, ou plutôt de l'utilisation du casque de réalité virtuelle sur le plateau du PTI. En fait, la réalité virtuelle fait partie... Ah, mais on n'a pas démarré le... Ah oui, ah, ça y est. Tu veux que je le fasse ? Bouton vert, hein ? Oui, d'accord. La réalité virtuelle fait partie d'un ensemble de moyens thérapeutiques non médicamenteux qu'on a mis en place pour accompagner les patients pendant les procédures réalisées sur le plateau technique interventionnel et au bloc opératoire de CTCV. Nous sommes présents tous les jours sur le PTI pour des anesthésies générales, pour des sédations. Concernant les sédations, nous intervenons surtout pour les TAVI, les FOP et ponctuellement en rythmologie. Le bloc de CTCV requiert aussi notre présence pour des sédations sur des gestes simples, des ablations de fil d'acier ou des interventions plus complexes comme la pose d'assistance circulatoire vigile par exemple. Nous disposons de plusieurs outils thérapeutiques pour diminuer l'anxiété des patients. D'abord la musique. Depuis quelques années, nous avons des lecteurs MP3. On peut proposer de la musique aux patients pendant les interventions. On a plusieurs sortes de musique, de la musique classique, de la variété. On a aussi beaucoup de musique relaxante qui intègre des bruits de la nature, le chant des oiseaux. C'est très efficace et moi j'aime bien les proposer en priorité. Ensuite, la communication thérapeutique qui est utilisée par toute l'équipe soignante. Alors, avec quelques collègues qui sont formés à l'hypnose et à la communication thérapeutique, on a réalisé un PowerPoint qu'on a diffusé sur le plateau technique interventionnel pendant plusieurs semaines par petits groupes, un petit peu au fil des disponibilités de chacun. En fait, c'était surtout une sensibilisation à la communication. Nous sommes aussi 4 infirmières anesthésistes et 2 médecins anesthésistes qui avons suivi la formation douleur aiguë et anesthésie à l'Institut Émergence de Rennes. Alors, c'est une formation assez courte, pratique, sur une douzaine de jours, mais qui nous permet de faire face à la plupart des situations rencontrées au bloc opératoire. Alors on n'est pas thérapeute du tout, on ne fait pas de sevrage tabagique, on ne fera pas de spectacle à la fin, rassurez-vous. Et puis depuis 2 ans, on a découvert les casques de réalité virtuelle, on en a testé beaucoup, on en a eu en prêt qui étaient vraiment très performants, très intéressants et qui permettent vraiment d'amener les patients à un état hypnotique et faciliter le soin. En attendant, on a aussi fait l'achat d'un casque de réalité virtuelle sur lequel on a téléchargé des vidéos immersives qui sont intéressantes. Donc, la communication thérapeutique, c'est l'outil qu'on utilise le plus au bloc opératoire. Il faut savoir que les patients qui arrivent au bloc opératoire ne sont pas dans un état de conscience normale, ils sont la plupart du temps en transe d'alerte. Et l'utilisation de paroles rassurantes, avec des phrases affirmatives, une attitude bienveillante, posée, permet à ces patients de ne pas passer dans un mode émotionnel encore plus désagréable, où les sensations d'inconfort, de douleur sont amplifiées et rendent alors le soin vraiment très très difficile. Au quotidien, on continue de former l'équipe médicale à ne pas utiliser des phrases telles que « je vous pique »,« ça va brûler très fort dans le bras » ou « ne vous inquiétez pas »,« ça va être très froid ». Et bon, l'équipe a fait beaucoup de progrès, on doit dire. Et puis, l'hypnose,
À la différence, l'hypnose demande une formation plus longue, validée par une attestation de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est un état de conscience modifié, induit par un thérapeute. Donc, comme une anesthésie, on a plusieurs phases. On a l'induction, on a l'entretien de la transe, et puis la réassociation pour revenir à un état de conscience normal. Au bloc opératoire, on utilise surtout... Excuse-moi. Tu veux le faire? Oui. L'hypnose, on l'utilise souvent en association avec un médicament quand on fait les hypnosédations au PTI. Ça permet, on utilise un morphinique d'action courte. Ça permet d'avoir une qualité de réveil où les patients, c'est les mêmes que pour l'état vie, les patients éliminent tout de suite le médicament. Donc ce sont des actes qui sont réalisés sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste, mais en pratique, on le délègue souvent à un infirmier anesthésiste. Donc les patients, tout d'abord, nous sont adressés personnellement en consultation d'anesthésie. Donc là, on voit leur adhésion, leur motivation pour réaliser une hypnose, mais souvent l'opérateur a déjà proposé de faire le geste avec une hypnose. On leur propose également de rencontrer un infirmier anesthésiste qui s'occupera de l'hypnose. Ça permet de recueillir des informations, de faire ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, de décrire la personnalité du patient pour voir un petit peu ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, pour pouvoir après partir dans une transe formelle. Ces temps d'échange en période Covid ont été réalisés par téléphone. Et ça se passait bien. Donc voici, c'est un TAVI avec une transe formelle. Comme vous le voyez, l'hypnose est réalisée par l'infirmier anesthésiste, car les médecins anesthésistes, on gère souvent 2 salles. On est souvent interrompu par notre téléphone, alors qu'en fait, quand quelqu'un fait une hypnose formelle, il ne peut faire que ça. Il n'est pas disponible pour faire autre chose. Il faut savoir également que quand quelqu'un réalise une hypnose, il est aussi un peu dans un état hypnotique. Heureusement, rapidement réversible, hein, je vous rassure, mais il rentre aussi un peu dans un état de transe, comme l'opérateur d'ailleurs. Il faut essayer d'être vigilant. Oui. On l'a réalisé également sur des procédures non programmées, notamment sur des postes d'assistance ou de coronarographie en urgence. Il faut savoir également que ces patients sont hyper suggestibles, donc en fait, même s'ils sont en transe d'alerte, c'est comme ça qu'on appelle, on arrive facilement à les hypnotiser. On se focalise souvent sur la respiration ou sur un endroit confortable pour les rassurer au cours du soin et pour qu'ils acceptent plus facilement le soin. Voilà, mais bon, évidemment, il faut que ce soit... mince, excusez-moi, j'ai oublié un tout petit détail. L'hypnose est favorisée par une ambiance calme quand même, et il faut aussi une adhésion avec l'opérateur. Hein, comme je vous ai dit, l'opérateur nous adresse les patients, notamment pour anticiper les gestes douloureux. Donc ensuite, quand nous ne sommes pas disponibles, nous avons essayé plusieurs casques de réalité virtuelle, qui est une bonne alternative thérapeutique. L'intérêt, c'est que c'est simple à mettre, tout le monde peut le mettre. Donc nous avons téléchargé nous-mêmes des vidéos sur un casque 3D, en partenariat d'ailleurs avec Charles-Henri, pour que le patient se sente dans un milieu rassurant, soit au bord d'une rivière, soit dans une forêt. Ces vidéos sont accompagnées de sons, d'une bande sonore qui peut être une musique ou des bruits de la nature, mais également des voix hypnotiques. Bon, c'est moins efficace qu'une transe formelle faite par un anesthésiste ou par un infirmier anesthésiste, mais ça permet quand même de faire une distraction de qualité.
Et comme je vous ai dit, il est accessible à tout le monde en fait. Les patients y adhèrent assez facilement, même très facilement, parce qu'ils sont souvent curieux et motivés par cette technique. Donc là, vous avez sur la gauche, c'est une jeune fille pour un FOP, et puis sur la droite, c'est également une procédure de FOP. Donc c'est des patients jeunes. Et la vidéo d'après, c'est un TAVI. Ce qu'on a remarqué aussi, que c'est les patients âgés étaient en fait très intéressés, étaient très motivés par ce genre de procédure, parce qu'ils avaient beaucoup moins de sens critique, notamment sur la qualité des images. Donc il ne faut pas hésiter, même si on dit qu'ils sont âgés, à l'utiliser. Ensuite, l'intérêt de l'hypnose pour le patient, ils utilisent beaucoup moins de morphinique, ils ont un meilleur vécu de la procédure pour le patient. Le geste est facilité également pour l'opérateur, car le patient reste plus immobile et plus détendu également, donc ça facilite également le geste. En conclusion, vous avez vu que l'hypnose et la réalité virtuelle utilisent plein de choses. Nous avons plein de moyens. L'hypnose formelle, il faut une formation longue, alors que le casque de réalité virtuelle peut être utilisé par n'importe qui, entre guillemets. Il a une facilité d'accès pour le médecin comme pour l'infirmier anesthésiste. Toutes ces techniques sont un plus qui se rajoute à notre arsenal thérapeutique. Ils ont l'avantage de ne pas avoir d'effets indésirables et suffisamment variés pour que chaque patient trouve la meilleure alternative correspondant à ses goûts, à son degré d'anxiété, et reparte chez lui avec le meilleur ressenti possible. Voilà. Donc on aurait bien aimé vous faire utiliser des casques de réalité virtuelle pour tous, mais malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment. Alors on voulait quand même vous faire proposer quelque chose d'original. Un petit moment de détente, là. Est-ce que ça vous intéresse de tester un état hypnotique? Je n'ai jamais hypnotisé autant de monde à la fois, mais vous allez m'aider. Vous installez confortablement. Voilà. On va partir sur la respiration. Je pense que ça peut convenir à tout le monde. D'abord, vous allez prendre quelques repères visuels, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser à ce qui vous entoure. Peut-être regarder à l'extérieur, regarder les bâtiments. Je ne sais pas si vous apercevez, moi je vois le ciel bleu, là je vois des nuages aussi. Maintenant, il y a des nuages, j'espère qu'il va continuer de faire beau quand même. Et puis ensuite, vous allez vous intéresser à ce qu'il y a dans la pièce, prendre 2-3 repères visuels. Peut-être la petite bouteille bleue, là. Voilà, chacun choisit ce qui l'intéresse. Les pots de fleurs rouges avec les palmiers. Il y a des bas rouges aussi qui rythment le mur, là. Et puis, pendant que les oreilles, pendant que les yeux s'intéressent à ce qui les intéresse, je vais inviter les oreilles à s'intéresser à toute autre chose. Les oreilles entendent des sons que les oreilles entendent. Les oreilles entendent le son de ma voix, le silence de ma voix, qui va vous accompagner pendant que vous êtes confortablement installés, les pieds bien posés à plat sur le sol, les mains posées sur les genoux. La tête a pris une position bien confortable sur les épaules. Le dos s'est calé contre le dossier du fauteuil. Et la poitrine peut prendre une grande inspiration. Et les yeux invités, les paupières,
se poser légèrement pour faciliter la respiration. Peut-être que vous avez observé que la respiration s'est légèrement modifiée, qu'elle est devenue plus calme, plus tranquille. Il y a l'air qui entre, il y a l'air qui sort. Peut-être remarquez-vous que l'air qui sort est plus tiède, plus chaud que l'air qui entre. Et vous suivez de façon consciente ces variations de température entre l'air qui entre, l'air qui sort, aussi le trajet de l'air dans les poumons, dans la trachée, les mouvements, les muscles du thorax qui se détendent, qui se relâchent. Il y a des petites bulles d'air devant les narines. Elles entrent, elles sortent. C'est facile d'attraper des petites bulles d'air qui sont juste devant les narines. Elles entrent, elles se posent, se déposent. Peut-être le temps de faire une pause. Je vous invite à faire venir des bulles d'air d'un peu plus loin, par exemple, des bulles juste devant la bouche. Voilà. Les muscles les font entrer et ressortir. Ce serait sûrement intéressant de faire venir les bulles d'un peu plus loin, juste devant la poitrine. À chaque mouvement respiratoire, les bulles d'air entrent et sortent. Peut-être qu'il entre plus par la narine gauche que par la droite, qu'il ressort plus par la gauche que par la droite, au contraire, rentre plus par la droite, par la gauche, ou l'inverse. Peut-être les bulles se partagent en plus petites bulles, en molécules. Je vous invite à les faire venir d'encore plus loin. Peut-être d'une partie de la pièce ici. Elles entrent. Elles apportent tout ce qui peut être utile pour vous. D'autres ressortent, se mélangent à l'air de la pièce, du couloir, de l'escalier. Certaines ont été amenées et viennent d'un autre endroit. Un endroit que vous connaissez, où vous vous sentez particulièrement bien, où l'air est agréable, de jolies couleurs. Peut-être que c'est les molécules d'air qui apportent des particules de couleur, des particules de rouge, des particules de jaune,
ce mélange d'autres couleurs dans ce paysage. Toutes ces petites molécules participent aux sensations que vous avez dans cet endroit. Détente, contre toute attente. Tout est tellement agréable, confortable. Lorsque vous êtes dans ce paysage-là, toutes ces petites molécules, elles reviennent, se mélangent à d'autres molécules, à d'autres particules. Peut-être que dans l'escalier, il y en a de ces petites particules-là. Peut-être qu'elles se sont invitées à venir dans la pièce ici. Peut-être qu'elles se mélangent à leur tour avec d'autres particules, d'autres molécules, d'autres bulles d'air que vous respirez. Alors que je vais vous inviter à prendre une grande inspiration pour tout bien mélanger, les molécules qui viennent de loin avec celles qui viennent d'ici. Et à votre rythme, vous étirez la jambe gauche, vous étirez la jambe droite. Et vous retrouvez les sons de la pièce, la luminosité, vous retrouvez la petite bouteille bleue, le pot rouge, et puis les petites barres rouges sur les côtés. Voilà, tout le monde est bien revenu là, tout le monde a bien ouvert les yeux, voilà. Très bien, merci beaucoup.